Pierre de Jong est en direct dans 64 minutes. Bonsoir, vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Alors c'est vrai qu'il y a cette incertitude autour de Soledar. Moscou et Kiev donnent chacun leur version. Est-ce que vous avez plus d'informations ? Alors aujourd'hui, on peut considérer que 95% de Soledar a été pris par les Russes. On est, pour les Ukrainiens, on en est au stade, si vous voulez, de ce qu'on appelle des résistances localisées. Et donc, je ne vois pas comment ils pourraient tenir davantage, d'autant que les Russes, non seulement ont envoyé Wagner en première ligne, mais en plus, ils utilisent largement de l'artillerie. Donc, encore une fois, je pense que les Ukrainiens finiront par reculer de quelques kilomètres, si vous voulez, pour s'installer sur des positions préparées à l'avance, comme on dit. Donc, je pense que l'avenir de Soledar, tactiquement parlant, si vous voulez, et c'est terminé. Par contre, ce qui est intéressant pour les Russes, en tout cas, c'est que la bataille de Soledar leur permet de fixer une grande partie des effectifs de l'armée ukrainienne qui, lorsqu'ils sont fixés sur des lignes de contact telles que c'est à Soledar, ils font pas autre chose. Et donc, le fait d'être en défensive les empêche de reprendre l'initiative quelque part. Et ça, c'est très gênant pour les Ukrainiens qui ont besoin absolument de reprendre, si vous voulez, leur marche en avant quelque part. Oui, donc c'est une victoire symbolique, mais aussi stratégique, on l'a bien compris. Moscou peut-elle aussi s'appuyer sur de nouvelles recrues? Les Ukrainiens pourront-ils tenir dans ce cas? Le problème, encore une fois, si vous voulez, de Soledar, c'est que le vrai problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Russes, aujourd'hui, ont clairement une profondeur stratégique extrêmement importante. C'est leur point fort. Cette profondeur stratégique est en même temps humaine, puisqu'il y a 145 millions de Russes. Elle est géographique, le pays est immense, évidemment industriel. Il y a un réseau industriel absolument colossal, et dans l'Est particulièrement. Et ça, les Ukrainiens ne l'ont pas. Donc le problème, aujourd'hui, il faut impérativement, si vous voulez, que les Ukrainiens reprennent l'initiative, reprennent leur marche en avant, parce que le problème, c'est que le temps compte contre les Ukrainiens et le temps compte pour les Russes. Encore une fois, le fait d'avoir une profondeur stratégique telle que les Russes l'ont aujourd'hui est un avantage, si vous voulez, stratégique absolument colossal. Alors Pierre de Jong, on va regarder cette image, c'est celle de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le patron de Wagner. Il est à Soledar, ce qui pourrait effectivement confirmer ce que vous nous avez dit à 95%. Donc on le voit ici. Il est venu remettre des médailles, féliciter en fait ses troupes. Là aussi, c'était une victoire pour les forces Wagner. Elles ont réussi. Alors ça, c'est le combat dans le combat, ou la guerre de communication dans la guerre de communication. Wagner, en fait, n'est qu'un épiphénomène, quelque part. Mais c'est vrai que cette montée en puissance, puisqu'on estime que leur force, en gros, 40 000 hommes, fait que Poutine s'est créé une deuxième armée, une armée privée, et qui a besoin absolument, si vous voulez, comme ils ont fait en Syrie, à Deir ez-Zor et à Palmyre, ils ont besoin absolument d'avoir, comment dire, une espèce de gain. Et donc, en fait, Soledar est pour eux la possibilité d'exprimer devant l'ensemble de la Russie que c'est une force combattante, intéressante et surtout fiable. Et c'est ça le cœur du sujet aujourd'hui. Et le problème, c'est que l'armée, d'une façon générale, l'armée russe ne le prend pas bien. Il faut se mettre à leur place. Et donc on voit cette petite compétition qui s'est mise en place entre Shoigu et Prigojine. Mais encore une fois, je pense que tout ça s'est coordonné au Kremlin et c'est une animation de paysage qui en fait influe globalement assez peu sur les résultats tactiques. Encore une fois, la Russie est à la manœuvre et c'est ça la vraie inquiétude et ça nous oblige, nous, Européens, et nous, membres de l'OTAN, à accentuer notre aide au profit de l'Ukraine. Alors, une bonne nouvelle toutefois pour Kiev, le Royaume-Uni va fournir des chars d'assaut à l'Ukraine, des chars lourds, je le précise. Volodymyr Zelensky s'en félicite. Pourquoi les Ukrainiens y tiennent tant et pourquoi c'est important pour eux ? D'abord, ce n'est pas un outil défensif, c'est un outil totalement offensif. L'objectif, très concrètement, des Ukrainiens, c'est de mener une contre-offensive, je dirais, au printemps, parce que les blindés n'arriveront pas avant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, et au printemps, mener une contre-offensive quelque part. Alors, Zaporijia peut sembler l'endroit le plus propice, mais il y a d'autres endroits. Et donc, l'objectif, c'est de concentrer des blindés lourds, qui font 50, 60 tonnes. Donc, c'est des engins extrêmement mobiles, extrêmement lourds, également extrêmement précis. Et donc, aujourd'hui, les Ukrainiens ont besoin de ce style d'armement. Ils n'en ont pas. Donc ils ont besoin d'avoir des Challengers, éventuellement des Leclerc, évidemment des Léopards allemands, pour encore une fois mener cette guerre de contre-offensive et percer le front et pouvoir reprendre l'initiative. Le cœur, c'est l'initiative. Dès lors que vous avez l'initiative, eh ben, vous maîtrisez le terrain et vous avez une chance de gagner quelque part. Aujourd'hui, c'est absolument impensable. Merci Pierre de Jong d'avoir été en direct dans 64 minutes.